Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'en peut quand même plus du tout des reprises à gogo des succès d'antan, à croire que chaque carton du box-office de ces 30 dernières années aura le droit à sa suite, son remake, sa franchise à lui. La preuve avec ce qui fait l'actu ciné du moment, la suite de Trainspotting 2, que certains s'aventurent à surnommer T2, mais c'est un gros nom, disons-le tout de suite, T2 c'est Terminator 2, ce sera jamais rien d'autre. Bref, 21 ans après le premier film, Danny Boyle reconvoque la petite bande des Cam et d'Édimbourg pour un nouveau round, et nous allons sans plus attendre en causer avec le trio de junkies du cinéma présent autour de cette table. Hello Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut. Et Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et je salue également le public qui réunit ici à l'antenne Paris, c'est Nos Ciné, épisode 73. Et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Renton, Sick Boy, Spud et Begbie, le quatuor originel de Trainspotting, sont contre toute attente vu leur mode de vie toujours de ce monde, toujours incarnés respectivement par Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Ewan Bremner et Robert Carlyle, qui ont tous re-signé pour cette suite au film de 1996. À la réalisation, on l'a dit, c'est toujours Danny Boyle, et 21 ans après leurs premières aventures, les quatre amis, qui ne le sont plus vraiment amis, vont à nouveau voir leur chemin se croiser. Évidemment, tout ça n'ira pas sans quelques casses, quelques rails et quelques kilotonnes de musique, sinon on serait un tout petit peu perdu. You're an addict. So be addicted. Just be addicted to something else. Choose the ones you love. Choose your future. Choose life. Nos trois amis autour de cette table ont subi ce Trainspotting 2, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres mots, mais qu'en ont-ils pensé vraiment? Jimmy, je crois que tu voulais prendre la parole en premier, tu avais une espèce de propos liminaire à prendre. Mais, déjà, c'est déjà un problème. Avant même de voir le film, il y a déjà un petit souci. Il y a deux problèmes. C'est que c'est la suite de Trainspotting. Trainspotting, qu'on aime ou pas, ça reste un film assez iconique des années 90. Moi, perso, c'est un film que je retiens un peu à part pour une raison un peu bizarre. C'est que c'est le premier film que j'ai vu, je l'ai vu à l'époque, qui m'a donné l'impression qu'on me vendait un film culte clé en main. C'est-à-dire avec les répliques déjà prêtes, les scènes déjà prêtes, la musique, tout. Alors certes, c'est adapté d'un bouquin qui lui-même est très culte en Angleterre, d'Irving Welsh, mais je me sentais un peu, pas insulté, mais pas loin, en voyant ça, même si le film est assez plaisant, quoi. Et après, l'autre problème, c'est qu'on est en 2017 et qu'on est un peu dans la période du cinéma doudou, musée, où rien ne doit mourir, on doit continuer à faire vivre les films 20 ans après. Perso, ça m'agace plutôt pas mal. Je crois que c'est un sentiment assez voilà. Partagé. Et après, le truc, c'est qu'une fois qu'on voit le film, il y a deux autres gros problèmes. Le premier étant qu'il est vraiment pas terrible, la mise en scène n'est pas terrible. On dirait un mélange entre du théâtre filmé, un clip et un film d'office du tourisme, parce qu'on voit, il y a plein de plans d'Édimbourg qui font très office du tourisme. Il y a pas vraiment d'enjeu en fait, c'est-à-dire que les personnages se retrouvent 20 ans après, mais il n'y a pas de une scène qui est assez emblématique, c'est les retrouvailles entre Renton et Sick Boy, qui sont genre hyper plate, alors que c'est un truc qui doit être un peu un moment hyper important du film. Pour moi, ça serait, si je devais résumer le film à une scène sans spoiler, il y a une course-poursuite dans un parking souterrain sous fond de Redux de Frankie Goes to Hollywood. C'est complètement raté, quoi. L'utilisation de la musique d'ailleurs qui était très bien dans le premier parce que ça correspondait à une époque et tout. Là, c'est complètement raté, quoi. On a des remixes du morceau d'Underworld de l'époque qui sont vraiment pas terribles, des morceaux qui arrivent qui ont rien à foutre là, qui sont un peu bizarres. Et puis le film se termine quand même sur un remix dubstep de Lust for Life d'Iggy Pop, quoi. Bon, voilà, ça donne un peu le ton du truc, quoi. Tout est dit. Julien. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. Non, déjà, moi, j'ai jamais eu d'attachement particulier à Trainspotting. Je l'ai vu passer, j'ai pas trop compris effectivement le petit phénomène culte qui a entouré le film. Si ce n'est le côté culte en kit. Ouais, peut-être. Moi, je me souviens que ça avait commencé déjà pas mal à Cannes, mais bon, j'ai vu le film, il est passé comme ça, je l'ai assez vite oublié. Je crois que j'ai dû revoir des morceaux ensuite, mais voilà. Et du coup, moi, voir ces personnages-là réunis 20 ans après, ça me fait absolument rien. Et le truc, je pense qu'on peut presque s'arrêter là, c'est que ça raconte rien finalement. T'as l'impression qu'ils se sont réunis pour se réunir et pour
nous dire rien. Il y a des choses qui sont esquissées très, très vaguement. Pour moi, il y a une thématique qui aurait pu être vraiment intéressante et qui est là à peine en germe, qui est la gentrification d'Édimbourg, qui est une problématique qui se pose beaucoup en Europe, en tout cas dans une grosse partie de l'Europe, en tout cas en Écosse, en Angleterre et en France. Et ça aurait pu être intéressant parce que revenir dans une ville 20 ans après, il y avait un projet peut-être d'urbaniste en fait là à jouer. Et de temps en temps, tu sens que ça commence à être un petit peu esquissé. Il y a un petit point de scénar qui traite vaguement de ça, mais voilà, ça reste vague. C'est pas du tout satisfaisant. Et puis c'est pareil, ça ne dit rien. Et je trouve aussi que Danny Boyle est très peu inspiré dans le style Danny Boyle, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, hein. Mais c'est super pauvre en fait. C'est que visuellement, il y a très peu de petites astuces, de petites trouvailles, ces petits gimmicks là, dont il mais ces films là, c'est très très pauvre en fait, quoi. Voilà. Non, mais je pense que c'est un film qui va passer, qui va être totalement oublié. Et puis, ce qui est paradoxal avec un film comme ça, c'est qu'il va peut-être contribuer à faire oublier encore plus le premier Trainspotting. C'est là où c'est un non-sens. Sans doute en fait. l'inverse. Il y a un truc, c'est que j'ai revu Robert Carlyle, qu'on voit plus tant que ça, peu maintenant, et qui reste un très bon acteur, qui est pas mal dans le film d'ailleurs, mais qui n'a pas grand-chose à défendre. Donc voilà. Stéphane. Ouais, moi je suis comme mes deux compagnons ici à table, autour de la table, c'est que j'ai jamais, enfin même le premier Trainspotting, moi déjà ça commençait avec Petit Meurtre entre amis, et là je parle de Danny Boyle, pas tant du roman de Irving Welsh avant, parce que je l'ai pas lu, mais j'ai tout de suite, quand j'avais vu Trainspotting à l'époque, je l'ai identifié à un film de Danny Boyle parce que ça ressemblait dans les thématiques, dans les personnages à Petit Meurtre entre amis, que j'avais juste détesté. Mais il est sur sa liste noire, celui-là, je crois. Bah, c'est l'un des exemples de films cyniques, en fait, où j'ai pas un problème vraiment avec le cynisme en soi, j'ai plus un problème avec le fait que ça produit rien du tout derrière, quoi. Et en l'occurrence, voilà, ouais, mais les amis, ça n'existe pas, en fait. On est tous là pour s'entreculer, tous. Donc, c'est un peu une vision de la vie un peu misanthrope qui me dérange pas chez Verhoeven, par exemple, mais on sait d'où elle vient, c'est pas juste une affaîtrerie, quoi. Et c'est un peu le souci que j'ai de manière générale avec Danny Boyle, c'est que je pense que c'est un gars, je l'ai interviewé une fois à l'époque de 28 jours plus tard, et c'est un gars qui est adorable. Et juste, il ressemble pas du tout à ses films, du coup, en fait. Et du coup, on a l'impression qu'il se force à aller dans cette direction-là pour apporter quelque chose. Là, le truc avec Trainspotting 2, c'est pas tant uniquement que ça raconte rien, c'est que ça se voit dans le film vraiment, parce que ça reprend des scènes clés du premier. La scène dont tu parles, la course-poursuite, ça fait un renvoi en fait au premier et les moments où eux-mêmes se font poursuivre dans la rue quand ils font du vol à l'étalage, des trucs comme ça, et qu'il y a ce fameux moment où ils te sortent l'axiome du film, enfin le choose life, choose je sais pas quoi, où ils se foutent de la gueule d'un slogan anti-drogue. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est et je spoil un peu, je suis désolé pour ceux qui veulent voir le film, c'est qu'il se fait courser par Begbie. Parce que tout le principe du film, c'est que comme il les a entubés à la fin du premier, il revient 20 ans après avec des remords, et le seul avec lequel il veut pas se frotter, c'est Begbie, parce que c'est le taré du groupe, quoi. Et Begbie sort de prison, et quand il apprend au bout d'1 heure et demie de film, quand même, que Renton est là, il se met à lui courir derrière. C'est mêlé avec une espèce d'autre problématique où il a des problèmes d'érection et il prend du Viagra, et à la fin de la poursuite, donc en gros il se retrouve à bander. Ça sert à rien, ça ne règle aucune problématique vis-à-vis du personnage en soi, alors qu'ils insistent un peu dessus quand même. Et surtout, en fait, c'est la raison de faire cette suite, c'est qu'à un moment donné, en fait, ils vont juste se retrouver et Begbie va vouloir lui faire une tête au carré. Donc du coup, tu te dis, le premier film était censé parler d'une génération, on va dire, paumée, j'en sais rien, enfin voilà. Et ce deuxième film, t'as l'impression qu'il sont aussi paumés, mais ça ne le dit pas vraiment, en fait, ça traite pas de ça. T'as l'impression qu'il n'y a pas du tout de recul vis-à-vis de... Alors je sais pas, apparemment c'est quand même tiré de la suite. Oui, ils ont gardé que des tout petits bouts. Ouais, voilà, c'est vaguement inspiré donc le livre porno qui est la suite de Trainspotting. Le livre un peu mieux, quoi. Mais il parle de quoi ? Pareil, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus élaboré. Il y a tout un truc avec, enfin voilà, c'est par exemple notamment le personnage de Sick Boy avec ces trucs de sauna, là, de prostitution. Ah, tout d'accord. ça. Ça tourne tout plus autour de ça. Ah. Et le truc, peut-être le seule idée que je retiendrai, qui est probablement dans le livre, j'imagine, en fait, c'est le fait que Spud, en gros, c'est Irving Welsh, en fait.
C'est-à-dire que le personnage de Spud, c'est celui qui va essayer d'écrire et rendre fictionnel en fait tout ce qu'ils ont vécu et pour adresser une pérennité. Mais c'est tellement pauvre la façon dont c'est fait, parce que c'est juste des moments où c'était juste des bouts de papier sur lesquels il écrit, il n'y a quasiment pas de renvoi. Ils font des renvois à toutes les scènes clés, c'est-à-dire que moi qui n'ai pas revu Trainspotting depuis 20 ans, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a l'histoire du bébé au plafond, ah oui, c'est vrai, il y a l'histoire et ils font ça, il n'y a que les toilettes dans lesquelles ils rentrent ou sur lesquelles ils font pas de renvoi, me semble-t-il, quoi, même s'il y a une scène dans les toilettes. Et voilà, quoi. Donc en fait, mais c'est jamais... Par exemple, il y a la confirmation que le bébé, c'était l'enfant de Sick Boy, mais c'est traité en une image, une vignette, en fait, qui est absolument pas touchante. T'as pas de connexion à ça, t'as rien. Et du coup, ouais, non seulement c'est un film qui sert à rien, non seulement, effectivement, c'est un film qui, à mon avis, va complètement disparaître. Enfin, ça fait partie de ces suites où on se dira, ah, c'est vrai qu'il y avait une suite de Trainspotting un jour. Effectivement, ils ont fait ça. Pour moi, je dirais pas que ça va effacer le premier, parce que j'ai l'impression que le premier est déjà plus ou moins effacé. Oui, il reste une certaine affection, j'ai l'impression, quand même, qui est partagée pour le film. Moi, je trouvais ça tellement déjà vieux à l'époque où c'est sorti, en fait, que voilà. Et c'est tout ce que fait Danny Boyle de manière générale, c'est tellement dans l'air du temps que j'ai l'impression que ça va disparaître en 3 ans, quoi. Donc pour moi, en fait, Trainspotting, c'est un film, dans ma vie de cinéphile, on va dire, j'y ai jamais repensé, en fait. Je me suis jamais dit, sauf quand quelqu'un m'en parle et que ça m'énerve. Et voilà, et que je me dis, ah, ce film de cynique. Bref. Mais voilà, donc ouais, c'est vraiment un coup pour rien, en fait, dans la carrière en plus de Danny Boyle, parce que c'est quand même un type qui a été on se demande pourquoi, mais il a été quand même, oscarisé et compagnie. Voilà. C'est marrant d'ailleurs, parce que c'est un des points sur lesquels le film aurait pu jouer, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une position, y compris dans le cinéma anglais, en tout cas c'est la posture qui se donnait de franc-tireur. Oui. Et aujourd'hui, Danny Boyle, je me souviens d'un article dans le magazine anglais de cinéma Empire qui s'intitulait National Treasure, donc le trésor national. Il est muséifié de son vivant. Oui, mais c'est vrai, il a participé aux Jeux Olympiques, tout ça. Oui. Donc, et même ça, en fait, il joue pas avec ça, il essaye pas de le pervertir, il essaye pas de détourner ces personnages qui sont devenus, ces comédiens, lui-même, qui sont devenus des institutions pour à nouveau retrouver en fait du sang neuf là-dedans, c'est-à-dire essayer de casser tout ça, de pervertir tout ça. Même ça, il joue pas avec ça en fait. Et c'est super bizarre. C'est un film extrêmement timoré là où il me semble que le projet de Trainspotting, c'est d'aller à l'encontre de ça, quoi. Oui, je pense qu'à l'origine, c'était pas exactement l'idée d'être dans une espèce de... Je suis d'accord, parce qu'effectivement, il y avait un espèce de boulevard pour plein de sujets un peu intéressants, comme tu disais, la gentrification ou plein d'autres trucs. Enfin, rien que le fait de le voir, ces gens-là, vraiment 20 ans après, puis avec des vraies problématiques d'aujourd'hui, quoi. Et il ne s'en sert absolument pas, en fait. Il reste vraiment sur un truc un peu nostalgique, même l'espèce de monologue, il refait le monologue de Choose Life, etc. Et c'est un peu embarrassant, parce que il sort des trucs que des séries comme Black Mirror traitent depuis 3 saisons, quoi. Oui, puis sans compter que, par exemple, il fait ça en se moquant de Facebook, des réseaux sociaux, tout ça, et puis tu le vois à côté, tu les vois utiliser Snapchat en rigolant. Donc le truc, c'est qu'à un moment, tu te dis, mais vous n'avez pas l'impression de vous contredire à 10 minutes d'intervalle. En plus, le film, il est triste, mais pour des mauvaises raisons, quoi. C'est un film, genre, si t'as 45 ans, t'es célibataire, t'as pas de boulot et t'es un peu dans la merde, faut pas aller le voir, quoi. C'est glauquissime à ce niveau-là, quoi. Mais ils ont même pas joué là-dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est juste... T'as à peine l'impression qu'ils ont vieilli, en fait, finalement, à part Carlyle. Jimmy, je crois que tu voulais sauver une petite chose. Tu m'as dit ça juste avant l'antenne. Non, c'était pas ça. Tu t'es trompé. Je me suis trompé, pardon. Tu t'es trompé de personne. Ouais, je me suis trompé, c'était quelqu'un d'autre. On a quelque chose à rajouter sur Trainspotting 2 Non, mais le truc, c'est que quand tu regardes effectivement le premier Trainspotting, moi ce que j'en retiens, c'est que quand on dit film culte, alors peut-être effectivement pré-mâché, voilà, mais c'est que c'est quand même un truc générationnel. C'est comme ça que je le retiens. Et là, en l'occurrence, j'ai pas du tout l'impression que le film parle de notre génération actuelle. En tout cas, même y compris parce que on avait à peu près l'âge des personnages à l'époque où c'est sorti, donc on a à peu près l'âge des personnages pour la suite. Et j'ai pas l'impression alors bon, tu me diras, j'avais pas l'impression qu'on parle de moi à l'époque, il y a 20 ans, donc, mais j'ai toujours pas l'impression qu'on parle de moi ici, quoi. Donc, je pense que c'est un film qui intéresse en fait, quoi. Enfin, ça reste à prouver, même ça. Mais c'est vrai que contrairement à leurs personnages, ils ont un job. Du coup, ils ont fait le film, quoi. Voilà. C'est déjà une progression. Pour terminer, on va prendre comme d'habitude quand même quelques instants pour des recommandations. Alors on n'est vraiment pas obligé de rester dans l'univers de Danny Boyle, vous l'aurez compris, mais si vous le voulez, vous le pouvez. Julien. Moi, c'est pas un cinéaste que j'affectionne particulièrement. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est quand il se
plie au genre. Alors c'est peut-être parce que j'aime beaucoup le cinéma de genre, mais du coup moi j'aime bien Sunshine notamment. Je crois qu'on l'avait déjà recommandé dans une émission. C'est possible. C'est la fois là où on avait parlé de Steve Jobs de Danny Boyle déjà. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que tu n'y participais pas. Je crois pas que j'y étais. Non, mais voilà. Qui avait je pense que c'est Sunshine. Il y a Alex Garland dedans et voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il y a des gros soucis dans le troisième acte notamment. Donc je vais pas spoiler si vous l'avez pas vu, mais c'est sympathique. Voilà, c'est pas un grand film quoi, mais c'est plutôt sympa. Donc je sauverais ça moi dans. Et je pense que c'est aussi un de ces films qui vieillit moins, peut-être aussi. Stéphane. Waouh. Comme ça à froid. Waouh. Non mais. T'es pas obligé d'être dans du Danny Boyle. Écoute, si on reste dans du Danny Boyle... Tu viens de dire que t'étais pas obligé. Ouais, mais bon, c'est parce que après, il faut que je trouve, tu vois. Si on reste dans du Danny Boyle, je dirais peut-être 28 jours plus tard, même si je suis pas sûr que ça se revoit particulièrement. Encore une fois, c'est des films que je revois pas, en fait. Mais ça m'avait relativement surpris à l'époque. Voilà. Puis si on reste dans les trésors nationaux de l'Angleterre... même si c'est deux sujets différents, moi j'irais chercher le réalisateur et là tu vas m'aider Julien, le réalisateur de Creep. Christopher Smith, qui a fait Merci, aussi voilà, qui avait fait Sévrance, voilà, ou qui Sévrance c'est un peu plus c'est pareil, c'est un truc qui se fout un peu de la gueule des salaryman, des trucs comme ça, anglais, c'est un peu plus mordant, je trouve ça un peu plus bien vu et plus sympa dans le genre, même si ça reste plus du cinéma de genre à proprement parler et moins du cinéma social comme voudrait l'être Danny Boyle. Donc voilà. Jimmy. Moi je pourrais dire Whitneyland High, c'est un film anglais de 87 je crois, de Bruce Robinson. Pour le coup c'est un vrai film culte anglais sur deux acteurs qui n'ont pas de job, qui sont paumés, qui boivent beaucoup. Enfin, d'ailleurs il y a les Anglais qui ont notre âge justement, parce que c'est sorti en fin des années 80, ont un espèce de jeu à boire qui se perpétue de génération en génération, basé sur ce film en fait. Il faut boire à chaque fois que les personnages boivent, voilà. Et pour le coup c'est un peu l'anti-Trainspotting, c'est vraiment un vrai film culte, et là pour le coup il y a beaucoup de répliques. C'est un film qui n'a pas du tout marché en France, il est sorti en 89, mais bon, les répliques sont intraduisibles, donc j'ai jamais vu en français, j'aimerais bien le voir parce que j'aimerais savoir comment ils ont fait. Et voilà, et pour le coup c'est vraiment touchant, la fin est vraiment triste, c'est un vrai truc, ça se passe à Leeds je crois, c'est un vrai truc un peu sordos quoi. Tu peux redire le titre? Whitneyland High. Whitneyland High. Merci beaucoup à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris et au public qui nous avait rejoint. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast et à lui laisser une bonne note si ça n'est pas déjà fait, on vous le rendra bien, c'est promis. Et puisqu'on en est au remerciement, je remercie aussi Nicolas Lim et Yann Cherabier, deux des joyeux contributeurs de notre Ulule qui a été un succès grâce à eux notamment, donc merci beaucoup et en attendant la prochaine, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.